Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Dans l'histoire de notre émission, voici ce soir un dossier qui mérite une attention toute particulière, parce que nous allons y évoquer une des plus grandes tragédies de l'histoire contemporaine. Je veux parler de ce qui se passe au Cambodge depuis bientôt 5 ans. Et alors, voyez-vous, tandis que l'Indochine vivait pratiquement en état de guerre depuis 1945, le Cambodge avait réussi à y échapper pendant une période que l'on peut établir de 1953 à 1970, grosso modo, et que paradoxalement, c'est quand la guerre du Vietnam s'est achevée et que les Vietnamiens ont fait leur entrée dans Saigon sur les talons des Américains qui en partaient, que les malheurs du peuple cambodgien ont commencé. Et ceci se passait, je vous le rappelle, mais vous ne l'avez pas oublié sûrement, en avril 1975. Car, alors que la paix s'établissait au Vietnam, au Cambodge, les Khmers rouges prenaient le pouvoir. Et en moins de 4 ans, ces hommes ont réussi à exterminer près de la moitié de la population cambodgienne, soit 3 millions de personnes. Comment? Eh bien, par la déportation, les mauvais traitements et l'assassinat pur et simple. Et depuis des mois seulement, nous avons découvert avec stupeur ce qui avait pu se passer et en mesurer toute l'étendue grâce à des reportages que vous avez vus sur Antenne 2 qui nous ont montré ces villes désertes, ces adultes affamés, ces enfants squelettiques, ces 4 millions de survivants qui sont des fantômes, et des survivants pour combien de temps? Alors ce que nous voudrions faire ce soir avec votre concours, c'est essayer de dégager 2 points et si possible de suggérer des solutions. Première solution, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que les malheureux survivants du Cambodge puissent recouvrer la santé? En dépit de tout ce qui est fait, car il y a beaucoup de choses qui sont faites, on envoie des vivres, du ravitaillement, des produits médicaux, mais est-ce que ces produits médicaux parviennent bien à leurs destinataires? C'est une question que nous traiterons. Et sinon, pourquoi? Nous essaierons d'examiner aussi si, au fond, tout cela n'est pas une solution tout à fait provisoire et illusoire, dans la mesure où seule une solution politique pourrait assurer au Cambodge une relative neutralité et stabilité. Mais alors cette solution politique, elle passe fatalement par les 2 grandes puissances de l'Asie, c'est-à-dire l'Union soviétique, qui soutient le Vietnam, et la Chine, qui soutient, au moins provisoirement, les Khmers rouges, et qui peut imposer une solution, et le retrait des Vietnamiens dans leur territoire. C'est le 2e point. Et enfin, il faudra bien que quelqu'un nous dise, et nous avons ici des témoins qui peuvent expliquer la chose, qui sont les Khmers rouges, pourquoi ils ont décidé ce génocide et comment ils l'ont pratiqué. Alors, pour parler de tout cela, nous avons plusieurs personnes parfaitement qualifiées, et en premier lieu un témoin qui nous vient de loin et qui est probablement celui qui connaît le mieux le Cambodge, puisqu'il y est né, qu'il en a été le souverain. Je veux parler du prince Norodom Sihanouk, qui est à ma droite, et qui est monté sur le trône cambodgien en 1941. Il a exercé la royauté pendant plusieurs années, et puis il a abdiqué, il est devenu chef du gouvernement, et puis pour peu de temps, sur la fin, président de la République, avant de partir pour l'exil, où il vit encore, en Chine ou en Corée du Nord. Le prince Norodom Sihanouk a écrit récemment un ouvrage intitulé « Chronique de guerre et d'espoir », où il compte toutes les épreuves que son peuple a traversées, et lui avec son peuple, dans les années qui viennent de s'écouler. J'ai à ma gauche M. Piniatai, qui est un Cambodgien, ingénieur civil, qui raconte dans un ouvrage intitulé « Utopie meurtrière », qui paraîtra au mois de janvier, le martyre du peuple cambodgien. Et M. Piniatai n'est pas n'importe quel témoin, car il a vécu pendant 26 mois l'enfer des Khmers rouges. Je me contenterai de vous dire qu'il est le seul rescapé d'une famille de 18 personnes, qu'il y a perdu sa femme, ses enfants, ses parents, ses frères et ses sœurs. Et pour le cas où vous douteriez de la tragédie qu'a vécue M. Piniatai, je vais vous montrer simplement une photo. Celle-ci, c'est lui, M. Piniatai, tel qu'il était quand il est arrivé en Thaïlande après 26 mois de camp chez les Khmers rouges. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Troisième invité, le docteur Claude Maluret, qui est le secrétaire général de Médecins sans frontières
et qui, depuis 1976, a eu maintes occasions de se rendre dans les camps de réfugiés cambodgiens en Thaïlande. Puis le docteur Jean-Yves Folzou, qui est le président du Comité français d'aide médicale et sanitaire à la population cambodgienne, et qui lui aussi a fait de fréquents séjours à proximité du territoire cambodgien ou au Cambodge même. Le père Pouchot, qui est un prêtre, qui a vécu au Cambodge de 1965 à 1975, qui est l'auteur d'un ouvrage intitulé « Cambodge, année zéro », et qui s'occupe activement de la communauté cambodgienne en France actuellement. Monsieur Alain Madelin, député d'Ille-et-Vilaine, était avec 6 autres députés UDF en mission au Cambodge. Il y a quelques jours, il est rentré ce matin et il nous racontera tout ce qu'il a vu et entendu là-bas. Jean Lacouture, écrivain, et notamment l'auteur d'un livre intitulé « Survive le peuple cambodgien ». William Shawcross, journaliste anglais, auteur d'une tragédie sans importance, où il est établi, et nous en parlerons tout à l'heure, que le malheur du peuple cambodgien, d'après M. Shawcross, a à son origine des erreurs et des fautes commises par le président Nixon et le docteur Kissinger. Wilfred Burchett, journaliste australien, est un écrivain très connu et en tout cas comme spécialiste de l'Asie du Sud-Est. Notre confrère Paul Naon, enfin, journaliste à Antenne 2, où il s'occupe depuis déjà plusieurs années de politique étrangère, ce qui lui a valu d'aller à plusieurs reprises au Vietnam avant et après 1975, ainsi qu'au Cambodge, où il était encore au mois de mai dernier. Je sais depuis déjà une demi-heure environ que vous êtes tellement nombreux à essayer de vouloir nous joindre ce soir que le standard de SVP est bloqué. C'est pourquoi je vais passer tout de suite la parole à Guy Darbois. Guy, nous vous écoutons. Eh bien, ce soir, Joseph Pasteur, vous vous en doutez, après les images terribles qui viennent d'être diffusées, l'émotion est à son comble et avec Anne-Marie Lamoury, on peut souvent lire sur les fiches ce cri « Sauver le peuple cambodgien par tous les moyens ». Et puis cette question « Que faire ?» Je serais d'accord, dit un de nos correspondants, si l'on voulait me confier un petit Cambodgien, mais est-il seulement possible d'en adopter un? Ou bien, en dehors de l'argent ou des vêtements, comment peut-on aider les Cambodgiens? Est-il possible de recevoir des familles? Certains ont déjà tenté et s'avouent déçus. Quand on offre sa bonne volonté, dit un professeur, quand on offre sa bonne volonté aux organismes officiels, on se voit répondre qu'on n'a pas besoin de vous, c'est décevant. Après l'émotion vient la colère. On dénonce des coupables. Et parmi les premiers, on nous dit, les responsables en France, ce sont ceux qui, depuis 1975, ignorent ce qui s'est passé là-bas, la presse française, les intellectuels de gauche et le gouvernement. Certains vont plus loin. Vos invités ont tous été, à la base, au début, des amis des Khmers rouges. Et lorsqu'ils disent tous vos invités, ils s'adressent beaucoup à Jean Lacouture et surtout au prince Sihanouk. Monseigneur, vous ne serez pas étonné d'apprendre que, à côté des correspondants qui vous assurent de leur compassion et de leur prière pour le malheureux Cambodge, comme ils disent, et qui vous assurent également de leur soutien, il y a d'autres appels qui nous parviennent et qui sont autant de critiques à l'encontre de votre politique et du comportement que vous avez eu pendant les dernières années qui viennent de s'écouler. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je pense que les 3 grandes critiques que je retrouve dans les fiches qui nous sont adressées, on peut les résumer de la façon suivante. Certains téléspectateurs vous reprochent d'avoir été au début un ami des Khmers rouges. Ils vous reprochent d'être resté pendant très longtemps dans l'ignorance du génocide qui s'est déroulé. Et troisièmement, ils vous reprochent votre exil auprès des Chinois. Mais vous répondrez à ces questions tout à l'heure parce que pour l'instant, ce qui intéresse, mais vraiment tout le monde, c'est de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Que savons-nous exactement de ce qui se passe aujourd'hui au Cambodge? Comment peut-on répondre à cette question aussi vaste, mais aussi claire que cela? Monseigneur, vous voulez répondre en quelques mots, d'après les renseignements que vous avez, et puis nous interrogerons nos autres invités. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Cambodge? Est-ce que vous le savez? J'ai reçu des renseignements sur la situation du Cambodge, la situation actuelle, de plusieurs compatriotes qui ont pu quitter l'enfer cambodgien tout récemment
qui se trouvent soit en Thaïlande, soit en France même. Ceux-là me disent que les Vietnamiens, malgré qu'ils possèdent une armée très puissante, contrôlent très mal le Cambodge. Il y a des nids de résistance un peu partout au Cambodge. Des nationalistes, des Khmers rouges, se trouvent surtout dans les zones qui touchent, qui sont proches de la Thaïlande. Les montagnes Cardamom, Phnom Malay, etc. Et aussi au nord-est de Siem Reap, Preh Vihear. Et puis dans les hauts plateaux, près de la frontière Cambodge-Vietnam et Cambodge-Laos, Ratanakiri, Mundulkiri, il y a des poches, des nids de résistance. Donc, en résumé, environ 3/5 du Cambodge sont plus ou moins bien contrôlés par les Vietnamiens. Il y a 1/5 de mon pays qui n'est pas contrôlé par les Vietnamiens, n'est pas contrôlé non plus par les résistants anti-vietnamiens. Et puis le 5e qui reste alors est aux mains des Khmers rouges d'une part et des Khmers nationalistes d'autre part. Bien, je vous remercie. Je crois qu'il faudrait essayer de préciser un peu quelle est la situation alors au plan de la population. Alors je vais interroger M. Madelin pour une simple raison, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, M. Madelin est rentré ce matin même du Cambodge. Dites-nous ce que vous avez, où vous êtes allé d'abord, pendant combien de temps, ce que vous avez vu et entendu. Écoutez, je suis rentré ce matin avec une délégation de députés UDF, 7 autres députés UDF. Nous avons été à Phnom Penh pendant un peu plus de 3 jours et nous rentrons, je crois, bouleversés, avec sans doute la même émotion qu'ont eu vos téléspectateurs tout à l'heure en regardant ces images atroces. Nous avons pu, je crois, échapper à la vigilance de nos guides qui nous avaient préparé une visite bien organisée, nous montrant ce qu'ils avaient envie de nous montrer. Et nous avons pu recueillir à Phnom Penh, dans la banlieue de Phnom Penh, et puis ensuite dans les camps thaïlandais, mais je parle surtout à Phnom Penh même, nous avons pu recueillir un certain nombre de témoignages. Vos guides, M. Madelin, c'était des Vietnamiens ou des Cambodgiens? Nous étions gardés dans la maison qui avait été mise à notre disposition, nous étions gardés par des Vietnamiens, mais nous étions accompagnés par des Cambodgiens. Nous avons quand même pu, malgré cela, un peu leur filer compagnie et réunir des témoignages en nous promenant dans les rues de Phnom Penh à leur insu, en rencontrant des gens. Et je crois que nous revenons avec le sentiment qu'aujourd'hui, le Cambodge, eh bien, ces images que vous avez vues, ce n'est pas du tout terminé, cela continue, qu'un génocide qui correspondait à la période de 75, début 79, il y a un autre génocide qui est à l'heure actuelle en cours, et que le Cambodge d'aujourd'hui, c'est le Cambodge, je dirais, de la peur et de la faim. Les anecdotes, nous en avons de nombreuses. J'ai là des lettres qui m'ont été remises dans les rues de Phnom Penh par des Cambodgiens. J'ai là la lettre d'un enfant, de la part d'un enfant orphelin, qui se termine par « Sauvez-moi, je vous en supplie ». J'ai là la lettre d'un Cambodgien qui me dit « Les territoires occupés par les Vietnamiens, le peuple souffre encore, malgré l'aide internationale. Le peuple khmer continue de mourir, les Vietnamiens ont pillé le riz et les semences, nous n'avons pas le droit de cultiver notre terre. Le riz mûrit, nous n'avons pas le droit de le moissonner. Les Vietnamiens le gardent pour eux pour l'envoyer au Vietnam. » Une partie de l'aide internationale est prise par les Vietnamiens, affirme-t-il. Les assassins sont maintenant les Vietnamiens. Cette présence vietnamienne, nous l'avons ressentie, c'est-à-dire qu'au pouvoir cambodgien, qui est à l'heure actuelle en place, le pouvoir de M. Samring, il y a un autre pouvoir que nous n'avons pas vu, mais que nous sentons bien, et que dans les rues de Phnom Penh, chaque fois que nous voulons nous entretenir avec quelqu'un, nous sentons bien, c'est la crainte.
Une anecdote, une seule, lorsque nous rencontrons des Cambodgiens qui parlent français, et ceux-ci nous disent, eh bien, nous avons de la famille en France, nous avons une mère, nous avons un frère, voici mon nom, ils nous le glissent sur un morceau de papier. Dites-leur en France que nous sommes vivants, mais surtout qu'ils ne nous envoient plus jamais de lettres. Car dans le Cambodge d'aujourd'hui, envoyer une lettre, c'est condamner quelqu'un à mort. Alors, il y a une chose que les téléspectateurs aimeraient certainement savoir. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure en présentant cette émission, un grand effort de solidarité qui se situe à l'échelle internationale en faveur des malheureux Cambodgiens. Est-ce que le ravitaillement, les médicaments parviennent à leurs destinataires ou bien est-ce qu'ils sont détournés? Je ne voudrais pas prendre trop longuement la parole, mais là aussi, nous avons un certain nombre d'éléments réunis par mes camarades UDF et moi-même. D'abord, l'aide, elle arrive, elle est stockée. Elle est stockée et ensuite elle est distribuée, je dirais, un peu au compte-gouttes. Je m'explique. Elle est stockée. Nous avons interrogé le président Sam Ring, nous avons interrogé le ministre des Affaires étrangères pour leur demander, d'après vous, quelle est l'aide internationale que vous avez reçue. Faites-nous le total. Ceux-ci nous ont fait un total en nous disant, voilà, nous avons reçu jusqu'à présent 4039 tonnes. On leur a dit, mais c'est pas possible, 4039 tonnes, rien que dans le port de Koh Pong Sam. Depuis un peu moins d'un mois, il y a 22 600 tonnes qui sont arrivées. Alors qu'est-ce qui se passe? Rien que le bateau, l'île de Lumière, qui est arrivé à Phnom Penh, c'était 1200 tonnes. Et ils nous ont dit, bah oui, on sait peut-être, non, on n'a peut-être pas tout comptabilisé. L'aide, en réalité, elle est stockée à Phnom Penh, elle est stockée également à Koh Pong Sam. Qu'est-ce qu'elle devient? Cette aide, est-ce qu'elle parvient aux populations? Je crois que c'est la grande question que l'on se pose et que doivent se poser les téléspectateurs. Là-dessus, si vous interrogez les gens dans les rues de Phnom Penh, ceux-ci vous disent « l'aide ne parvient pas à la population. Votre aide internationale, où est-elle? On ne la voit pas. » Ils vous affirment aussi bien volontiers que cette aide est volée par les Vietnamiens. Cela étant, nous n'avons pas de preuve que cette aide est détournée pour notre part. Nous n'avons recueilli aucun élément nous permettant d'affirmer que cette aide va au Vietnam. Je peux vous apporter par contre un témoignage. C'est que nous avons rencontré une colonne de camions vietnamiens qui était réunie devant l'ambassade de France, l'ancienne ambassade de France, dans une région où se trouvent les entrepôts dans lesquels sont stockées cette aide. Nous avons demandé à les voir, on n'a pas voulu, puis ensuite nous avons pris la route numéro 5, celle qui mène vers la région où à l'heure actuelle les Vietnamiens essaient de s'implanter. On a réussi à retrouver cette colonne, on a interrogé un à un les chauffeurs de car, et on a fini par tomber sur un chauffeur qui parlait français. On lui a demandé, mais cette aide, où va-t-elle? Il nous a dit dans quelle ville elle allait. À qui est-elle destinée? Aux Cambodgiens ou aux Vietnamiens? Il nous a répondu, elle est destinée aux Vietnamiens. Donc là, je vous rapporte un témoignage personnel montrant qu'il y a certainement une partie de cette aide qui est destinée aux Vietnamiens. Pour le reste, nous ne savons pas ce qu'elle devient. Elle ne parvient pas aux populations, si ce n'est que les Vietnamiens contrôlent étroitement le robinet du riz. Nous avons eu le sentiment qu'ils commencent un tout petit peu à le distribuer dans un certain nombre de régions. C'est-à-dire qu'ils distribuent cette aide au fur et à mesure qu'ils mettent en place leur contrôle politique. Prenons Phnom Penh, prenons n'importe quel village, vous avez un comité qui se met en place, un comité qui est composé d'un délégué élu par la population, soi-disant, ou désigné par la population, mais qui est membre du parti, d'un autre délégué qui est désigné par le parti, par le district, qui est désigné par le parti, d'un soldat cambodgien, et surtout d'un soldat vietnamien. C'est cette structure de 4 personnes qui décide, qui encadre politiquement un quartier et qui décide de l'attribution du riz. Alors, au fur et à mesure que ceci se met en place, nous avons assisté à une distribution, et bien que sur les listes, si les gens sont bien dociles au nouveau pouvoir, eh bien on ouvre un tout petit peu le robinet et on leur donne un peu de riz en fonction de leur docilité. Voilà, je crois, l'aide telle qu'elle se met en place aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a, de la part des médecins ici présents, du père Ponchot, qui a certainement pas mal d'informations, des observations complémentaires, Dr Folzou a présenté sur la distribution de l'aide? Oui, j'ai eu le privilège d'aller au Cambodge au mois de mai pour la première fois et m'étant rendu compte de la situation sanitaire dans ce pays médical et aussi des graves problèmes alimentaires, j'ai décidé avec un certain nombre de mes collègues médecins, à une époque où l'aide internationale des pays occidentaux n'existait pas au mois de mai, vous savez qu'elle est toute récente, d'essayer en France de faire quelque chose pour aider la population cambodgienne et pour aider à améliorer cette condition sanitaire et médicale. Nous avons créé ce comité et nous avons essayé de réunir les efforts de nombreuses organisations humanitaires françaises,
le Comité catholique contre la faim, le Secours populaire français, la CIMAD, le Secours catholique, de nombreuses organisations, ce qui nous a permis, au mois d'août, d'arriver, les premiers Français, d'une part, et les premiers occidentaux également, à Phnom Penh, avec un avion de 40 tonnes de médicaments et de matériel médical, et ce qui nous a permis, l'effort se développant et la sensibilisation à la suite de cette campagne devenant plus importante en France, d'être en train actuellement de réaliser une opération qui va nous permettre de faire parvenir 3 avions de matériel médical, de lait en poudre et de médicaments au Cambodge. Alors, je voudrais intervenir sur l'aide et votre intervention, Monsieur Madeleine, je dois dire, me sidère. Et la vôtre aussi. C'est-à-dire ? Les médecins qui vous représentent sur place, je crois qu'il serait honnête de le dire pour les téléspectateurs, sont des militants communistes. Non, mais ce ne sont absolument pas des militants communistes. Attendez, laissez le docteur parler, vous critiquerez après. Ce ne sont pas des militants communistes, ce sont des médecins qui ont décidé de prendre sur leur temps pour aider la population cambodgienne. Et quand bien même serait-il communiste, serait-il de toute autre tendance philosophique, permettez-moi de dire que le fait qu'il y ait des médecins qui aillent aider, des médecins français en plus, qui aillent aider la population cambodgienne, je m'en réjouis. Et je dis, votre témoignage me sidère, car il y a entre vous et moi quelqu'un ici qui ne dit pas la vérité. Car votre témoignage, j'ai été 2 fois au Cambodge, au mois de mai, au mois d'août, il y a encore des personnes qui sont au Cambodge, appartenant à toutes les organisations auxquelles je viens de faire allusion, et aucune de ces personnes ne témoigne des choses que vous venez de dire. Pour l'aide internationale, c'est vrai qu'il y a des difficultés. Premièrement, il faut reconnaître que cette aide a été tardive. C'est au mois, et à la suite de cette première opération, c'est au mois de septembre seulement que les pays occidentaux, il faut le dire quand même, ont décidé de faire cette campagne d'aide humanitaire pour votre pays, Monseigneur. Oui. Deuxièmement, il est exact que sur place existent des difficultés considérables pour l'utilisation actuellement de cette aide. Et ces difficultés, elles sont la conséquence, bien évidemment, de l'état dans lequel, pendant 4 ans, a été mis ce pays. Ce pays qui a été absolument anéanti dans tout ce qui est la structure sociale, l'infrastructure économique. Les routes, les hôpitaux, l'école, la monnaie, il ne reste plus rien. Il ne restait qu'une population de 4, peut-être 5 millions, espérons, de Cambodgiens, affaiblis, malnutris et traumatisés psychiquement. C'était ça, la situation du Cambodge quand j'y étais au mois de mai et qu'il venait d'être libéré. Et il est bien évident que ces conditions humaines et matérielles font qu'il est très difficile immédiatement de pouvoir assurer la répartition de cette aide. Mais il y a un troisième, cela dit, l'aide arrive et nous avons pu nous-mêmes accompagner dans des régions comme Kompong Speu jusqu'à Siem Reap des parties de l'aide alimentaire et médicale. Et quand nous faisons actuellement des plans, et nous sommes en train de faire avec des organisations internationales, humanitaires, catholiques, communistes, protestantes, de toute origine, car ce qui compte, ce n'est pas la nature de ces organisations, ce qui compte, c'est ce qu'ils font pour sauver ce peuple actuellement. C'est ça l'important. Et il y a un troisième obstacle, c'est effectivement la difficulté qu'il y a à franchir certains barrages au niveau international. Et je vais vous prendre un exemple très simple. Notre opération parfaitement planifiée de 3 avions devait être terminée pour le 15 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 27 novembre. 2 avions seulement sont partis pour le Cambodge. Et le premier avion a été retardé de 15 jours. Permettez-moi de vous dire pourquoi. Parce que nous n'avons pu obtenir l'autorisation des autorités thaïlandaises et malaisiennes de survoler leur territoire pour apporter cette aide d'urgence. Permettez-moi de vous dire également que, d'après les déclarations de la Croix-Rouge, et nous collaborons sur place, Monsieur Madeleine, avec les représentants de la Croix-Rouge et de l'UNICEF, et tous les témoignages que nous avons pu faire concordent parfaitement avec ces témoignages. L'ONU a débloqué un crédit de 135 millions de dollars pour l'aide humanitaire il y a maintenant bientôt 1 mois. Actuellement, 12 millions de dollars seulement ont été débloqués pour cette aide humanitaire et l'essentiel de cette aide se trouve en Thaïlande. Pour vous dire qu'effectivement, il existe des difficultés internes dues à l'état d'affaiblissement et à l'état de ruine dans lequel les Khmers rouges ont laissé ce pays, mais aussi des difficultés qui sont de la responsabilité des puissances qui organisent cette aide.
Docteur, une simple question à laquelle vous êtes gentil de répondre brièvement. Monsieur Madeleine a laissé entendre dans son intervention que les Vietnamiens qui occupent les 3/5 du pays, le prince Norodom l'a dit tout à l'heure, contrôlent l'aide. Ou contrôlent, peut-être la détournent parfois. Il n'a pas dit de façon formelle, mais c'est ce qu'on a pu comprendre. Est-ce que vous confirmez ou pas? Je ne confirme pas. Je dis, nous sommes en France actuellement. Moi, je refuse de faire de politique, quelles que soient mes opinions politiques, et j'ai le droit d'en avoir en étant citoyen. Je ne veux pas, dans cette émission, faire de politique. Je veux témoigner. Absolument. Je veux simplement témoigner sur ce que j'ai vu. Et ce que j'ai vu au Cambodge, et ce que j'ai entendu de centaines de témoignages, j'y ai passé plus d'un mois en toute cette année, j'ai pu entendre peut-être un millier de témoignages. Alors, je voudrais vous faire remarquer d'abord que cette armée vietnamienne si redoutable, si vous avez pu tromper sa vigilance pour aller vous promener dans Phnom Penh, c'est quand même que la garde n'est pas très sévère. Cela dit, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dans Phnom Penh, dans les différentes régions du Cambodge, car j'ai aussi beaucoup voyagé au Cambodge, c'est premièrement, incontestablement, de la part des Cambodgiens, la reconnaissance du fait que les Vietnamiens les ont libérés des camps de concentration, comme étaient les camps de concentration nazis. Comme étaient les camps de concentration nazis. Et croyez-moi, cette vieille haine qu'on veut nous inculquer entre les Cambodgiens et les Vietnamiens, si vous me permettez l'expression, elle en a pris un coup. Elle en a pris un coup parce que les Khmers, monseigneur, reconnaissent que les Vietnamiens les ont libérés de là, quelles que soient les motivations, d'une des plus atroces histoires, d'une des plus atroces tragédies de l'humanité. La deuxième chose que je tiens à dire également, au niveau du contrôle de l'aide humanitaire, c'est que jusqu'au mois d'août, les Vietnamiens et les pays qui avaient reconnu le régime actuel, il est ce qu'il est, ce n'est pas mon problème, étaient les seuls, je dis bien les Vietnamiens et ces pays, à apporter une aide humanitaire au Cambodge. Et ces camions, vous avez vu devant l'ambassade de France à Phnom Penh, sur la droite, juste après l'hôtel où vous étiez, car probablement vous étiez à l'hôtel Samaki ou très peu, ces camions, ils étaient là au mois de mai, ils étaient là au mois d'août. Ce sont des camions, effectivement, qui apportent du riz du Vietnam. Et ils sont là, pourquoi? Sur cette place à côté de l'ambassade de France, parce que le garage des camions vietnamiens est situé dans l'ambassade de France. Nous avons d'ailleurs publié des photos, nous avons même envoyé ces photos à des représentants diplomatiques français. C'est le garage des camions vietnamiens qui apporte le riz au Vietnam. Attendez, monsieur Madeleine, j'ai invoqué un troisième témoignage. Docteur Maluret, qu'est-ce que vous dites de tout ça? Oui, je crois qu'on est actuellement sidéré de part et d'autre, et moi je dois dire que je suis également sidéré. Comme vous dites, docteur Folzou, il y a quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Et moi j'ai l'impression que, en tout cas mon témoignage, les témoignages que j'ai recueillis, ils vont dans le sens de ce que dit monsieur Madeleine, je le regrette. Et pourquoi n'étiez-vous pas avec nous? Pourquoi nous ne sommes pas avec vous? Mais parce que nous n'avons pas les visas pour aller au Cambodge. Parce que depuis un an, parce que vous dites que jusqu'au mois d'août, il n'y a pas eu d'aide internationale au Cambodge, mais depuis un an, Médecins sans frontières, depuis 10 mois, depuis que les Vietnamiens sont pénétrés au Cambodge, Médecins sans frontières essaye d'y pénétrer, essaye d'avoir les visas. On nous a accordé les visas pendant 5 jours pour une visite guidée que nous avons fait avec vous. Notre médecin a repris l'avion et depuis, nous ne pouvons plus y travailler. Nous avons 70 médecins actuellement en Thaïlande qui essayent de sauver les quelques cadavres à qui on veut bien laisser passer la frontière du côté de Sakio. Ne mettez pas de conditions politiques à votre intervention. Nous ne mettons aucune condition Faites comme politique. nous. Ne mettez pas de conditions politiques. Conditions politiques, nous mettons des conditions techniques. Nous sommes une organisation de médecins. Vous avez déclaré vous-même au mois de mai, en rentrant de votre premier voyage là-bas, qu'il n'y avait plus que 40 médecins sur les 500 du Cambodge, qu'il n'y avait plus d'hôpitaux, qu'il n'y avait plus de matériel. Je suis intervenu dans votre conférence de presse pour vous proposer l'aide, non pas au bout de quelques mois, pour vous proposer l'aide immédiate, parce que vous savez que Médecins sans frontières est spécialisé dans l'intervention urgente en cas de catastrophe, pour vous proposer l'aide immédiate. Avec les aiguilles à coude des journalistes. De nos médecins, de nos hôpitaux, de notre matériel, qui ont été envoyés immédiatement pour sauver les boat people vietnamiens, qui ont été envoyés immédiatement pour sauver les gens à Sakeo en Thaïlande. Dans les 3 jours, ce n'était pas dans les 6 mois. Nous n'avons jamais obtenu autre chose qu'un visa pour un médecin pour 5 jours au Vietnam. Actuellement, Médecins sans frontières au Cambodge, actuellement, Médecins sans frontières ne travaillent pas au Cambodge. Le CICR et l'UNICEF, qui sont des associations qui existent depuis longtemps, le CICR c'est le Comité international de la Croix-Rouge, l'UNICEF représente l'ONU, ont actuellement, alors qu'ils avaient demandé bien avant le mois d'août d'entrer au Cambodge, ont actuellement 4 personnes pour les uns, 6 personnes pour les autres qui sont bloquées à Phnom Penh et qui font la visite guidée Phnom Penh qu'on pense peu, celle que nous avons faite et celle que tout le monde fait. Actuellement, Joseph Pasteur, je voudrais terminer là-dessus. Vous parliez tout à l'heure des camps de concentration nazis. Nous sommes en face du 3e génocide du XXe siècle. Il faut que tout le monde le sache. Et d'ailleurs, tout le monde s'en est aperçu.
Du temps des Arméniens, du génocide arménien, j'étais pas né, c'était quelque chose qui se passait loin et la plupart des gens n'en entendaient pas parler. Du temps du génocide des Juifs, beaucoup de gens en entendaient parler, mais les voix ont été camouflées. Je dis qu'actuellement, le génocide au Cambodge, qui a été commencé par les Khmers rouges, et là-dessus nous sommes tous d'accord, que le génocide se poursuit, et je trouve que quand vous parlez des camps d'Auschwitz, le témoignage que vous reportez sur le Cambodge me fait penser à ces gens des commissions internationales qui, au moment de la guerre, allaient à Auschwitz et à qui on sortait un juif pour jouer du violon et qui disaient tout se passe bien à Auschwitz, il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de gens qui sont gazés. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire actuellement pour du Vietnam. Je suis désolé de parler aussi violemment, mais je ne veux pas supporter qu'actuellement on dise que tout se passe bien au Vietnam. Attendez. Et comme le gouvernement vietnamien, que l'avenir est radieux, parce que c'est les termes de l'agence de presse cambodgienne actuellement. Le père Ponchot a Défaite. demandé la parole. Bon, moi, je voudrais, de par mon travail d'ailleurs, je suis en relation, mon travail qui est un travail d'information et d'études aussi sociologiques sur les réfugiés en France. Je suis en rapport avec des Cambodgiens à l'intérieur du Cambodge. Ce n'est pas ceux que vous avez vus. Et je pense que mes sources sont valables puisqu'elles m'ont permis de décrire la société Khmer Rouge en 77 déjà, même déjà en fin 75, Jean Lacouture en est témoin. En fin 75, ces mêmes sources pouvaient déjà me permettre d'affirmer un certain nombre de choses sur le régime démentiel de Pol Pot, et en 77, les Français qui voulaient connaître la vérité le pouvaient. Ces mêmes sources actuelles me permettent également, actuellement, d'affirmer avec la même autorité que nous sommes en face d'un génocide, après le génocide sanguinaire de Pol Pot, qui a coûté la vie de 2-3 millions d'habitants, je pense au moins le tiers de la population. Nous sommes, après la libération du Cambodge par le Vietnam, ou l'invasion du Cambodge par l'armée vietnamienne, selon le bord idéologique auquel nous appartenons, à un troisième génocide plus subtil. Par exemple, un petit exemple. J'ai reçu une lettre datée du 27 octobre qui parvient du sud de Battambang, du sud de la pagode de Wat Ko, qui me dit « Si dans 15 jours les aides internationales ne viennent pas, nous serons tous morts ». Ces aides internationales, d'après les renseignements que j'ai essayé de rassembler, elles arrivent à Phnom Penh, effectivement, et je crois ce que vous avez dit est en partie exact. Ce que vous avez dit, vous, M. Madeleine, est exact aussi. Je crois que vos deux thèses ne sont pas totalement contradictoires. Je pense que dans la région de Phnom Penh, il y a une certaine distribution de l'aide, c'est exact. Dans la région de Battambang, je puis vous donner un très très grand nombre d'exemples. Par exemple, le 16 octobre, il y a 45 camions qui sont arrivés à Battambang, pas à Battambang exactement, à Montcolboreil. Il y a 4 camions qui ont été vendus à raison de 1 TI, c'est une mesure d'or, pour 25 kilos d'or. Vendu à qui, mon père? Vendu à ceux qui pouvaient payer, aux Khmers qui pouvaient payer, et le pauvre peuple est mort de faim. Et ça, alors les témoignages abondent dans ce sens-là. D'autre part, les Vietnamiens actuellement profitent de cette aide pour échanger un sac de riz contre un bœuf. Un bœuf, et encore un bœuf qui est jeune, bien portant et gras. Si le bœuf est vieux, maigre, ce sera un demi-sac. Les Vietnamiens également échangent le riz contre des chiens. C'est par exemple 250 boîtes pour un chien, bien portant, etc. Je pourrais vous... Parce qu'ils mangent le chien, il faut le dire. Oui, les Vietnamiens mangent les chiens. Oui. C'est d'ailleurs une de leurs caractéristiques. Les Cambodgiens disaient des Vietnamiens les mangeurs de chiens. Donc, cette aide internationale, dire qu'elle n'arrive pas me paraît exagéré. Dire qu'elle arrive en totalité me paraît exagéré et faux. Je pense qu'une toute petite partie arrive effectivement aux Cambodgiens et aux riches, et dans tous les cas, est utilisée comme moyen de pression pour attirer la population. Alors, je ne veux pas me placer comme vous, M. Folzou, sur un plan politique, mais reconnaissons que l'aide humanitaire ne peut absolument pas se dégager du plan politique. Je ne fais pas de politique. Non, non, mais moi, je vous dis, de faire de la politique. toute aide humanitaire est automatiquement engagée. Vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez dit qu'au génocide commis par les Khmers rouges et Pol Pot a suivi un génocide beaucoup plus subtil. Voulez-vous préciser votre pensée? Subtil et planifié, je dirais même plus. Voyez, par exemple,
Les Vietnamiens sont entrés à Phnom Penh le 7 janvier 1979, donc il y a à peu près 10 mois. Ensuite, ils ont pris toutes les routes nationales, les grandes villes. Et quelques temps après, ils se sont adonnés à un pillage systématique de tout ce qui pouvait se trouver au Cambodge. Et cela, je puis l'affirmer avec la même autorité que j'ai affirmé les massacres des Khmers rouges. Ce n'est pas peu dire. Que les Vietnamiens ont pillé systématiquement tout ce qui se trouvait au Cambodge, à commencer par les moteurs, les voitures, le riz, chose beaucoup plus grave, le riz qui était stocké en entrepôt coopératif. Ensuite, au mois de mai, alors là, mes sources également abondent, disent que les Vietnamiens ont interdit à la population khmer d'aller cultiver les rizières éloignées des villages. Donc, on ne peut pas vivre. Et actuellement, alors mes témoignages que j'ai lus, que j'ai reçus cette semaine, pas plus tard qu'hier, j'en ai reçu toute une série, me confirment ou confirment des renseignements épars que j'avais auparavant, disant qu'actuellement, les Vietnamiens interdisent de faire la moisson. Dans certains endroits, comme à Siem Reap, ils ont ramassé les faucilles. Dans d'autres endroits, les soldats vietnamiens gardent les rizières. Dans d'autres endroits, ils ont miné les alentours des rizières. Alors, donnez une aide. Je veux bien. Sauver le peuple khmer, mais il faut tout mettre en œuvre pour sauver le peuple khmer. Mais après le génocide, la compromission ou notre délit collectif d'homicide par non-assistance en personne en danger, qui a duré pendant 4 ans, je ne voudrais pas être compromis dans un homicide par compromission avec les assassins. Et c'est là, tout pour moi, la grosse question, les grosses interrogations. Nous allons y venir, mon père, quand nous parlerons de la nécessité d'une solution politique à la situation. Wilfried Warchet. Oui, alors j'ai visité 2 fois cette année le Cambodge, mois de mai et mois d'août. Le mois de mai, j'ai pris la route de Ho Chi Minh Ville, Saigon à Phnom Penh. J'ai entré dans les villages, j'ai parlé avec les gens. C'était le moment quand il y avait toujours le mouvement, les gens rentraient et retournaient à leur village. Alors j'ai demandé certaines questions qui ont beaucoup à faire avec la nature. Les réponses ont beaucoup à faire avec la nature de l'aide qu'il faut. Parce que je crois que tous les chiffres cités sont d'accord qu'à peu près au moins 40% de la population a été bien exterminée ou mort de faim. Mais quand on va dans un village, au niveau du village, au niveau du district ou bien de province, et on demande combien d'hommes il y a. Par exemple, combien des adultes, des mâles. Il y a à peu près, dans le moyen, c'est 4 femmes, 5 femmes pour chaque homme. Alors ça pose un problème terrible pour les travaux du champ. D'accord. Mais quand et ça c'est moyennement, j'ai visité 6 provinces en tout, et moyennement c'était comme ça, à peu près 80% des adultes vont tuer. Mais quand on arrive à la question des techniciens, des techniciens, des ingénieurs, des médecins, c'est peut-être 90%, c'est 95%. Il n'y a plus de tout un cadre technique cambodgien qui reste. Alors, qui fait? Qui répare les routes? Qui conduit les camions? Qui a réparé le chemin de fer de Sihanoukville à Phnom Penh? Naturellement, c'est des Vietnamiens. Il y a beaucoup de Vietnamiens, mais ils sont à travail aussi dans les champs. Alors, en ce qui concerne le riz, tout ce que j'ai vu, c'est des convois de riz de Vietnam, le long de cette route, entre l'ancien Ba Viet, la province de Tay Ninh, jusqu'à Phnom Penh. Dans certains cas, j'ai vu, les camions sont arrêtés, on a laissé du riz pour, je suppose, l'administration locale, du district ou même du village. En ce qui concerne des lettres, je vous assure que vous n'avez pas raison. J'ai amené pas mal de lettres. Il faut dire que j'ai vécu au Cambodge pendant 5 ans. Mes enfants sont allés à l'école pendant 3 ans, au lycée des 4. J'ai transmis beaucoup de lettres au mois de mai. Et j'ai transmis beaucoup de réponses le mois d'août.
et j'ai pu faciliter le départ pour certains camarades de classe, par exemple, des amis de mes enfants. Je n'ai jamais entendu le cas, en tout cas d'une lettre que moi j'ai transportée, qu'il y avait une histoire. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit M. Madelin? Non, tout ce que j'ai vu, c'est le ni contraire. avec le père Ponchot. Hein, c'est bien ça. Ouais. Jean Lacouture. Attendez. Il me semble que la plupart des faits qui ont été allégués ici sont justes, n'est-ce pas? La question des lettres, mettons-la à part, n'est-ce pas? Je crois qu'effectivement, ce qu'a dit Madelin, Maluret, Folzou de son côté, tout cela, et des observations sont probablement sûres et faites par des gens honnêtes qui ont vu les choses. Personnellement, je ne suis pas allé depuis très longtemps, malheureusement pour moi, au Cambodge. Ce que je mettrais un peu en doute, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on pose la question de savoir s'il peut y avoir vraiment, actuellement, une volonté systématique de génocide organisé de la part des Vietnamiens, d'extermination. Parce que si telle était la stratégie des Vietnamiens, ils n'avaient qu'à laisser agir les Khmers rouges. C'est-à-dire qu'ils n'avaient qu'à laisser 2, 3, 4 ans de plus le Cambodge sous l'autorité de Pol Pot, et il ne restait plus de Cambodgiens. Je crois que là, tous ceux qui ont connu le Cambodge au cours des dernières années peuvent en témoigner. Il me semble un peu étrange que les Vietnamiens aient couru, non pas du tout pour des raisons humanitaires, je ne crois pas du tout que ce soit des raisons humanitaires, elles étaient proprement stratégiques et politiques. Mais il était très facile d'attendre qu'il ne reste plus de Cambodgiens, que le vide soit fait par Pol Pot. Et d'autre part, si leur objectif est un objectif de caractère colonial, ce que je crains, n'est-ce pas? Une colonisation, c'est fondé sur une force de travail. La colonisation française au Cambodge était fondée sur une force de travail cambodgienne et d'ailleurs aussi partiellement vietnamienne. Le fait de dépeupler systématiquement le Cambodge me paraît extrêmement irrationnel. Or, on peut faire beaucoup de reproches aux Vietnamiens, et j'en fais personnellement beaucoup, mais l'irrationalité n'est pas exactement leur fait. Alors, je crois simplement qu'on peut poser cette question d'une volonté, d'une stratégie d'extermination et de génocide de la part des Vietnamiens à l'heure actuelle. Excusez-moi, est-ce que les Vietnamiens ne pourraient pas tout simplement envisager de faire du Cambodge une colonie de peuplement? Peuplement sur le... ils ont suffisamment d'hommes chez eux. Franchement, je pense que c'est... Je vous pose une question, je ne suis pas un expert. Je ne crois pas que ce soit pensable, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit économiquement rentable. Je ne crois pas que ce soit cela qu'on peut imaginer. Je crois qu'on a besoin, dans une colonie, encore une fois, d'avoir la base de force de travail locale. Alors, M. Madelin, une courte intervention, et puis nous retournons à SVP pour savoir si les téléspectateurs nous suivent et ce qu'ils voudraient savoir de plus. On vous a rapporté des témoignages disant que les Vietnamiens, par exemple, interdisaient les récoltes, que les Vietnamiens minaient les rizières de façon à contrôler les récoltes. Les Vietnamiens veulent totalement contrôler l'alimentation des Cambodgiens, avec l'arrière-pensée d'établir le contrôle politique. Les Vietnamiens veulent aussi, sans doute, dans un certain nombre de régions qu'ils ne contrôlent pas, la fameuse poche où il y a 500 000 personnes, veulent sans doute ne pas distribuer d'aide alimentaire pour l'instant, afin d'affamer cette population, soit pour l'exterminer, soit tout simplement peut-être pour la rejeter vers l'extérieur, vers la Thaïlande. Mais il y a un point important, ce que je voudrais souligner, c'est que dans ces témoignages, pour l'instant, nous avons été, nous l'exception, nous, délégation UDF, nous l'exception. La plupart du temps, le pouvoir en place n'admet sur place que des communistes. Ce sont les médecins communistes dont on parlait tout à l'heure. Et par exemple, il y a les médecins sans frontières qui sont prêts à venir, sans doute en nombre très important. Cela, on leur interdit. La prochaine arrivée de médecins au Vietnam, au Cambodge, ce vont être des médecins soviétiques. Ils ne tolèrent sur place que des communistes, soit des compagnons de route, c'est-à-dire des gens qui ont fait la preuve de leur docilité dans les témoignages. Permettez-moi de rappeler aux téléspectateurs tout de même qu'en 1975, lorsque le régime de Pol Pot ou de Khieu Samphan s'est installé, lorsqu'il y a eu les premières exactions des Khmers rouges, lorsque l'on a vidé Phnom Penh de sa population avec le cortège d'atrocités qu'il y avait en même temps, eh bien dans le même temps, la presse française, ou du moins une certaine presse française, en tout cas pour l'humanité, publiait des titres, je les ai là, Phnom Penh libéré, la paix revenue, des dizaines de milliers de paysans réfugiés regagnent leur village, week-end de fête, un Cambodge indépendant, pacifique et prospère, etc., etc. Il y a des témoins qui ne veulent pas voir. Et ces témoins, nous en avons sur le plateau. Monsieur Burchett, par exemple. Monsieur Burchett, pardonnez-moi de vous le dire, mais en toute amitié, Monsieur Burchett. Monsieur Burchett, vous faisiez partie, comme journaliste australien, de ces témoins qui, pendant la pire période de la répression stalinienne, en Hongrie notamment, ne voulaient pas voir. Monsieur Burchett, vous avez voyagé sous passeport vietnamien, vous avez voyagé peut-être sous passeport chinois et sous passeport cubain. Permettez-moi de penser que vous faites partie de ces journalistes, de ces témoins que l'on promène dans des circuits organisés et qui ne veulent pas voir et qui ne verront pas. Nous avons eu la chance, peut-être sur place, d'avoir la volonté, notre incorrigible habitude de la liberté, d'échapper à cela, de recueillir des témoignages. Croyez-moi, ces témoignages-là sont exacts et je suis certain, hélas, que l'histoire validera ces témoignages.
Monsieur Burchett, désirez-vous vous défendre? Oui, je crois que je suis connu depuis très longue date comme un ami du peuple cambodgien. Je crois que Monseigneur peut bien affirmer que j'ai soutenu dans les pires moments les plus difficiles. Vietnamien et chinois aussi. Chinois et Oui. vietnamien et cambodgien. Oui. Et laotien aussi. Je connais bien, j'ai travaillé 25 ans dans ce coin. Et je crois que ce qui s'est basé, votre témoignage, c'est très maigre. Il n'y a pas de fait du tout, il n'y a pas de témoignage du tout. Vous dites que vous avez parlé avec quelqu'un dans un coin de Phnom Penh, mais qu'est-ce que ça vaut comme témoignage sérieux? Burchett, un mot, un seul, j'en termine là-dessus. Oui, bon, pas de querelle personnelle, si vous voulez. Non, un témoignage. Les Vietnamiens, à l'heure actuelle, continuent l'extermination des intellectuels. Cette extermination, sous quelle forme? je vais vous y répondre. L'extermination des intellectuels, 90% des intellectuels ont été éliminés par le régime Khmer Rouge. Il en reste. Les Vietnamiens continuent. Au mois de juin 79, il y a quelques mois, entre 300 et 400 intellectuels ont été arrêtés. Et si mes renseignements sont exacts, 328 intellectuels ont été arrêtés. Nous avons réussi, par des renseignements et en déjouant la vigilance de nos gardiens, à retrouver l'endroit où ces intellectuels ont été enfermés. Cet endroit, c'est le stade de Phnom Penh. Et nous avons dit, eh bien, nous voudrions voir le stade de Phnom Penh, là où le général de Gaulle a fait un discours. Nous, Français, ça nous est sensible. Nous sommes rentrés dans l'endroit où ces intellectuels vietnamiens, cambodgiens avaient été enfermés. Cet endroit, c'est les vestiaires de ce stade. Et nous avons fait des photos. Ces photos, elles vont être publiées dans la presse. Nous avons fait des photos de tous les graffitis qui se trouvent sur les murs. Des gens qui annoncent que leur dernière heure va venir, en cambodgien, avec des noms, avec des phrases en français. Voilà des preuves, voilà des témoignages irréfutables. Vous avez vu les prisonniers? Vous les avez vus, Je sais très les bien prisonniers? qu'il y a des Khmer Rouges, des tortionnaires, capturés en flagrant dans plusieurs chefs-lieux de province qui sont concentrés dans cette stade et qui ont été interviewés par la télévision anglaise. Bon, un film écoutez, qu'on peut non, très bien je montrer vous demande à la pardon, télévision mais il y a française. longtemps que Guy Darbois, Oui. s'il vous plaît, il y a longtemps que Guy Darbois essaye de nous joindre, car il a des questions à nous soumettre. Guy, vous avez la parole. Exactement. Et juste une petite parenthèse, un peu comme l'a faite Jean Lacouture, effectivement, les gens ne comprennent pas. Hein, sur le plan politique, ils ne comprennent pas. Ils demandent pourquoi les Vietnamiens sont intervenus, et s'ils n'étaient pas intervenus, que serait devenu le Cambodge. C'est exactement ce qu'ils ne comprennent pas. Mais toujours sur le plan humanitaire, il y a avant les questions une réaction que je retrouve et que cette fiche résume bien. Il est indécent, disent plusieurs de nos correspondants, il est indécent de profiter de ce thème pour en faire soit une tribune politique, soit une compétition commerciale. Que le débat, nous dit-on, se recentre sur les solutions que l'on doit essayer d'apporter à ce problème. Et effectivement, les gens sont tellement émus ici en France qu'ils demandent quoi faire. D'abord, il y a une animatrice d'un centre de réfugiés qui dit que jusqu'au début du mois de novembre, il arrivait beaucoup de réfugiés, mais que depuis un mois, il n'y a malheureusement plus d'arrivées. Pour quelle raison? Ne peut-on se rendre sur place pour rendre service? Pourquoi ne peut-on adopter l'un de ses enfants ou l'avoir chez soi pendant les temps difficiles? Quelles sont les démarches à faire pour aider le peuple cambodgien? C'est ce qui intéresse le plus le public ce soir. Écoutez, là, je crois que je vais donner la parole à M. Pignataï, qui est, je vous l'ai dit en le présentant tout à l'heure, un des rares rescapés de ce tragique génocide. Je rappelle que M. Pignataï a passé 26 mois dans les camps des Khmer Rouges et qu'il est le seul survivant d'une famille de 18 personnes, qu'il y a perdu sa femme, ses enfants, son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Alors, M. Pignataï, je voudrais que... Non pas que vous nous racontiez ce que vous avez vécu, je crois que les gens le découvriront en janvier. J'ai lu les épreuves de votre livre. Pour vous donner une indication, c'est comparable à ce que nous avons tous lu sur les camps nazis. Ça n'est pas pire, mais ça n'est pas mieux. Je voudrais que vous nous disiez ce que vous pensez de tout ce qui vient d'être dit sur la façon dont il convient d'aider le Cambodge et son peuple, et sur, si vous pouvez, donner un conseil en répondant aux gens qui veulent adopter un enfant cambodgien, recueillir un enfant cambodgien. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? C'est toujours difficile pour moi quand je pense à mon pays. Et ça me fait toujours sortir dans l'image de mes enfants, de ma femme et tous de mes proches qui ont été succombés justement par la barbarie des Khmer Rouges. Et maintenant, il y a encore les Vietnamiens qui sont chez nous pour libérer le peuple cambodgien.
C'est ce qu'ils ont dit. Dès les premiers venus, ils sont très acclamés par les Vietnamiens. Je le conçois et je vois vraiment que c'est la réalité. Mais seulement, ça n'a pas duré longtemps. Après, les taux ont resserré et des réfugiés qui s'entassent encore à la frontière thaïlandaise. Pourquoi, si le régime s'améliore, pourquoi ils ne restent pas au Cambodge? Pourquoi ils s'enfuient en Thaïlande? Et pourquoi il y a tant d'aides humanitaires qui sont proposées internationalement, des médecins? Tous sont, disons, volontaires pour partir, pour aider le peuple cambodgien. Pourquoi les portes sont fermées? Si le Vietnam veut vraiment aider le Cambodge, il faut qu'il ouvre la porte du Cambodge pour que tous les observateurs étrangers puissent y entrer et regarder sur place quelle est la barbarie des Khmers rouges et pour sauver aussi le peuple cambodgien de sa détresse. Mais pourquoi resserrer les taux pour que les Cambodgiens s'enfuient vers l'extérieur? Resserrer les taux pour que les étrangers ne puissent pas venir nous sauver? Voilà toutes ces questions. Je pense que la réponse est évidente. Le Vietnam, comme toujours, il veut avaler le Cambodge. Et les Khmers rouges ont fait leur jeu. Ce sont leurs complices objectifs. Ma famille, 18 personnes. Je suis le survivant. Mais combien de familles qui ont été complètement décimées à cause de cela? Comme vous avez bien dit, 95% de temps intellectuels sont terminés, sont exterminés. La force vive du pays est exterminée à cause des Khmers rouges. Le vide est fait dans le pays et voilà que le Vietnam arrive. Je pense, tout à évidence, maintenant la question, comment sauver le Cambodge? Je pense toutes les puissances du monde qui regardent sans lever un petit doigt quand Pol Pot a fait son génocide dans notre pays. Moi-même, quand j'étais sorti en juillet 77, en juin juillet 77, j'ai voyagé un peu partout, j'ai crié au monde. Qu'est-ce que c'est que le Cambodge? On sourit ou bien on dit oui, mais personne n'a rien fait. Même l'ONU n'a rien fait. Et le Cambodge démocratique reste toujours le Cambodge démocratique jusqu'au moment où le Vietnam arrive et que voilà, la situation est là. Je pense que la solution, d'après moi, comme je répète encore une fois, c'est d'ouvrir cette frontière-là. Si le Vietnam est vraiment sincère pour aider le peuple cambodgien, nous l'acceptons comme amis parce que nous sommes obligés de vivre côte à côte. Pourquoi fermer cette porte du Cambodge? Laissez les gens aider. Et donner une meilleure vie aux Cambodgiens qui puissent rester au Cambodge, non pas s'enfuir en Thaïlande et créer encore tant de problèmes de réfugiés dans le monde entier. Et voilà, je pense, ce que j'ai à dire. Est-ce que vous voulez répondre à la préoccupation de nombreux téléspectateurs, qui est louable, et leur dire si vous leur conseillez d'essayer d'accueillir, d'adopter un petit Cambodgien? Est-ce que vous pensez que c'est une solution, ça? C'en est une parmi tant d'autres, je pense, parce qu'il y a tellement d'orphelins actuellement à la frontière, des réfugiés qui sont sans mère, sans père. Vous voyez, si vous pouvez l'adopter, je pense pour cet enfant, là, ce sera une autre vie meilleure. Naturellement, un jour, quand il pourra rentrer au Cambodge, à ce moment-là, on rentrera ensemble. Bien. Alors, Paul Naon, oui, je sais que vous avez manifesté depuis déjà un moment, et je m'en excuse, le désir de vous exprimer. Oui, je voudrais ajouter à ce qu'a dit M. Pignata et à la question que se posaient tout à l'heure les téléspectateurs. Qu'est-ce qui serait passé au Cambodge si les Vietnamiens n'étaient pas intervenus? Je crois qu'on peut dire aujourd'hui, si les Vietnamiens n'avaient pas libéré, et je dis bien entre guillemets, le Cambodge, je crois qu'il ne resterait plus aujourd'hui aucun Cambodgien à cause du régime, la barbarie absolument indescriptible des Khmers rouges. Je voudrais aussi apporter très brièvement mon témoignage. J'ai assisté en mai dernier, j'ai fait un voyage au Vietnam et au Cambodge. J'ai assisté au récit de familles comme vous qui ont été absolument décimées, des enfants, des femmes, des hommes qui ont été décimés sous les yeux des parents. Ça, je les ai vus dans les centaines de camps que j'ai vus autour de Phnom Penh. Ce que je peux dire aussi, c'est que passé ce premier choc, si je puis dire, c'est que dans ces camps qui entouraient Phnom Penh, dans ces centaines de camps qui entouraient la ville de Phnom Penh, les gens criaient liberté. Et à nous, journalistes français, sans parler de confession politique, ils nous criaient liberté, et c'était liberté pour les Vietnamiens. D'ici à dire aussi que les Vietnamiens sont en train de faire un génocide au Cambodge pour éliminer le peuple cambodgien, c'est faux. Ils n'ont pas intérêt politiquement à le faire maintenant. Bien. Alors, attendez.
Non, là, le moment est venu, je crois, d'interroger Norodom Sihanouk sur tout ce qui vient d'être dit et sur notamment l'avenir du Cambodge, les intentions qu'on prête aux Vietnamiens. Qu'est-ce que vous en pensez, monseigneur? C'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Mais M. Jean Lacouture, qui est mon ami, n'a peut-être pas raison de comparer la colonisation du Cambodge à celle, pas par la France, à celle du Cambodge par le Vietnam. La France est très éloignée géographiquement du Cambodge, alors elle a besoin de main-d'œuvre. Et puis la France a des traditions humanitaires et de liberté incontestables. La France n'a aucun intérêt et elle n'a pas l'envie d'éliminer la race khmer, d'éliminer les Cambodgiens. Alors, la France nous aide non seulement à vivre, mais à nous développer. Quand mon arrière-grand-père, le roi Norodom, en 1863, a signé le traité de protectorat avec la France, nous avions 1 million, le Cambodge avait 1 million d'habitants. Et puis, quand j'ai libéré le Cambodge en 1953, en toute amitié avec la France, nous étions près de 7 millions. Donc, de 1 million, nous arrivions à avoir quand même 7 millions. Donc, la France a stoppé le processus de la mortalité, oui, mais le processus de la disparition du Cambodge, du fait de deux voisins très voraces qui ont toujours voulu avaler le Cambodge, la Thaïlande d'une part et le Vietnam d'autre part. Alors, la colonisation vietnamienne, elle ne ressemble pas à l'ancienne colonisation française au Cambodge. Le Vietnam veut avoir les terres qui appartiennent aux Cambodgiens pour les paysans vietnamiens qui sont en surnombre dans maintes régions du Vietnam, en particulier au Tonkin. Et je pense que le Vietnam veut naturellement s'approprier les terres cambodgiennes. Alors, il laisse mourir les Cambodgiens au Cambodge, où il fait en sorte que le maximum de Cambodgiens s'enfuient du Cambodge vers d'autres cieux. C'est comme ça que vous avez maintenant 700 000 Cambodgiens en Thaïlande. Voilà, n'est-ce pas, je crois. On ne peut pas parler de génocide, même subtil, mais je crois que c'est ça la situation. Alors, vous avez essayé de prendre contact avec le gouvernement vietnamien à 3 reprises, si j'ai bien noté ce que vous nous avez dit, et ce que vous avez dit dimanche à votre arrivée. Et la dernière fois où vous avez écrit à Pham Van Dong, qui est le président du gouvernement, il vous a retourné votre lettre sans même l'ouvrir. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Pham Van Dong, c'est-à-dire son gouvernement, c'est-à-dire son armée, son pays, se croit assez fort pour maintenir leur domination sur le Cambodge définitivement. Définitivement. Ils rejettent l'ami Sihanouk qui avait tant aidé les Vietnamiens quand ils étaient dans le malheur, quand ils avaient à lutter contre l'impérialisme américain. J'ai été déposé par les pro-américains, Lon Nol en particulier. La monarchie cambodgienne bimillénaire a été abolie par les Lon Noliens parce que j'avais commis l'erreur d'aider les communistes vietnamiens. Je leur accordais une multitude d'aides, une aide multiforme. Et pourquoi?
c'est parce que les Vietnamiens, n'est-ce pas, je savais que les communistes vietnamiens allaient gagner la guerre. Tôt ou tard, ils gagneraient cette guerre. Alors, n'est-ce pas, je voulais qu'après la victoire vietnamienne sur les Américains en Indochine, les Vietnamiens respectent l'indépendance, l'intégrité territoriale, les frontières terrestres et maritimes de ma patrie. Je voulais avoir un capital, non pas de sympathie des Vietnamiens, mais de reconnaissance pour mon pays. Et c'est ce qui est arrivé pendant les années 60 et 70, Pham Van Dong, Vo Nguyen Giap, les douanes, etc. Tout le directoire, le leadership vietnamien à Hanoï m'ont juré, m'ont promis qu'ils respecteraient l'indépendance, l'intégrité territoriale, les frontières maritimes et terrestres de mon Cambodge. Mais après, quand messieurs les Khmers rouges leur ont permis, ont créé toutes les conditions voulues pour que le Vietnam colonise mon pays, alors le Vietnam, se croyant assez fort pour maintenir son protectorat et son colonialisme sur le Cambodge, alors il n'a pas besoin de Sihanouk. Excusez-moi, n'est-ce pas, je respecte le communisme chinois, je respecte le communisme nord-coréen, parce que je suis l'hôte de la Chine, l'hôte choyé du président Kim Il-sung. Mais il me semble que les communistes ne savent pas ce que c'est qu'un engagement d'honneur. L'honneur, ce qui est moral, ce qui est immoral, les communistes ne font pas la différence. N'est-ce pas? Ce n'est pas une question qui intéresse les communistes. Je ne parle pas des Chinois et des Nord-Coréens, non, parce que je suis leur ami et je ne suis pas un ingrat. En tant que bouddhiste, je cultive la gratitude, mais si je regarde vers les autres communistes, ils sont immoraux, ou plutôt amoraux. Monseigneur, est-ce que les Vietnamiens ne vous en veulent pas d'avoir permis aux Khmers rouges de se mettre en selle au pouvoir quand vous étiez avec eux président de la République en 1975, et en leur reprochant à eux d'être pro-chinois? C'est vous qui avez mis les Khmers rouges au pouvoir en 1975. Vous étiez président de la République et ils étaient ministres. Et alors les Chinois, les Vietnamiens, sachant que ce sont des pro-chinois, vous en veulent à vous de les avoir installés, non? Non, voyons. Non. Attendez. En 1976, Pol Pot et Ieng Sary ont reçu une délégation féminine vietnamienne venue de Hanoï, dirigée par la présidente de l'Association des femmes démocratiques vietnamiennes, c'est-à-dire la femme numéro 1 du Vietnam communiste. Alors, n'est-ce pas, cette délégation a fait des louanges dithyrambiques du régime de Pol Pot, et puis a attaqué très sauvagement mon régime en disant que dans l'ancienne société, ce qu'ils appellent en cambodgien le Sangkum Chak, eh bien, les femmes n'étaient pas les égales des hommes, les femmes ne jouissaient d'aucun pouvoir, alors que c'était le contraire. Et nous les avions, ces mêmes femmes vietnamiennes, reçues à bras ouverts quand j'étais chef d'État dans les années 50 et 60. Elles venaient souvent nous rendre visite. Elles faisaient aussi des louanges dithyrambiques de mon régime. Mais voyant que Pol Pot et Ieng Sary dominaient le Cambodge, les Vietnamiens leur léchaient les sandales, enfin disons les sandales Ho Chi Minh. Eh bien, n'est-ce pas? Alors, pourquoi voulez-vous qu'ils me reprochent d'avoir mis en selle les Khmers rouges, alors qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, ils ont toujours soutenu, louangé les Khmers rouges jusqu'au jour où les Khmers rouges sont allés les égorger leurs villageois, n'est-ce pas, au Sud-Vietnam. Parce que, comme m'a dit Son Sen en 1976, au début de 1976, Son Sen, vice-premier ministre chargé de la défense nationale, me dit, vous savez,
mes soldats, j'ai un ennui avec mes soldats, parce qu'ils ont vu avec leurs jumelles des palmiers à sucre au Kampuchea, c'est-à-dire le Sud-Vietnam. N'est-ce pas? Théoriquement, quand on entre au Cambodge, à partir du Vietnam, on trouve des palmiers à sucre. Et au Vietnam, il n'y a pas de palmiers à sucre, en principe. Mais en vérité, il y a des palmiers à sucre au Sud-Vietnam. Alors, les soldats Khmer Rouge disent que, puisqu'il y a les palmiers à sucre au Sud-Vietnam, c'est que le Sud-Vietnam appartient au Cambodge. Alors là, ils ont foncé, ils sont allés faire leur pratiquer leur génocide classique au détriment des Vietnamiens. Et c'est comme ça que les Vietnamiens ont riposté. Et alors, voyez-vous, n'est-ce pas, comme l'a dit un professeur cambodgien interviewé par une des chaînes de la télévision française tout dernièrement au Cambodge, ce professeur dit: les Khmer Rouges sont allés égorger les Vietnamiens ont contre-attaqué et ils sont allés jusqu'à la frontière thaïlandaise. Alors on avait voulu, n'est-ce pas, prendre une partie du Sud-Vietnam pour le Cambodge, mais le résultat est que les Vietnamiens ont conquis tout le Cambodge. Monseigneur, si vous me permettez, Monseigneur, si vous me permettez une toute petite intervention dans ce que vous avez dit, vous savez très bien, et on en a longtemps discuté ensemble, notamment à New York, que toute l'ambiguïté en ce moment et les réactions vietnamiennes s'expliquent aussi par votre présence aux côtés des Khmer Rouges pendant le génocide du peuple cambodgien par ces mêmes Khmer Rouges de 75 à 79. C'est votre présence là-bas, toute l'ambiguïté de la situation. Est-ce que vous les avez aidés, pas aidés? Est-ce que vous étiez d'accord, pas d'accord, au courant, pas au courant? Alors vous me permettez de parler ou quelqu'un d'autre veut parler à ma place? Non, si vous voulez, après vous répondrez, Monseigneur. La coutume, la coutume. Pas du tout Sihanouk, mais je crois qu'il y a un argument à l'égard des Vietnamiens qui est assez fort. Qui est actuellement le chef du gouvernement, ou supposé gouvernement à Phnom Penh? C'est M. Heng Samrin, qui est un grand dirigeant Khmer Rouge. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ont fait les Vietnamiens? Ils ont mis au pouvoir à Phnom Penh actuellement le commandant de la 4e armée Khmer Rouge, qui pendant 4 ans a été un des massacreurs du peuple cambodgien. Il est assez singulier de reprocher à des Cambodgiens aujourd'hui d'avoir été quelque temps avec les Khmer Rouges, alors qu'eux-mêmes ont installé au pouvoir actuellement un des grands chefs Khmer Rouges. C'est comme si à la libération de l'Allemagne en 1945, nous avions mis au pouvoir von Ribbentrop, Rudolf Hess et le maréchal von Paulus. N'est-ce pas? C'est tout de même singulier. Alors, ils sont eux-mêmes complices de ce qu'on a maintenu actuellement un grand Khmer Rouge à la direction du Cambodge d'aujourd'hui. Alors, écoutez, en effet. Je commence, moi qui ne suis pas un expert, et j'imagine que beaucoup de téléspectateurs sont dans mon cas, à mélanger un peu beaucoup de choses. Voulez-vous, Jean Lacouture, puisque vous aviez la parole, nous dire de façon aussi succincte que possible ce que sont les Khmer Rouges, leur organisation, leur philosophie et pourquoi, en quelques phrases, ils ont pratiqué ce génocide? C'est un point important que nous aimerions connaître. Je parle sous le contrôle de gens qui sont au moins aussi compétents, sinon plus compétents que moi. Je pense qu'au départ, les Khmer Rouges, c'est un groupe de jeunes intellectuels cambodgiens qui sont venus faire leurs études en France, pour la plupart, au début des années 50. Il y avait là un certain nombre de gens qui ont fait certains des études supérieures, comme Khieu Sampan ou Yoon, qui ont fait des études de doctorat à l'université parisienne, et qui étaient ces jeunes intellectuels de gauche venus de l'Empire français, qui ont formé des gens comme Ben Barka ou comme la plupart des dirigeants tunisiens, marocains ou d'Afrique noire. Et ils ont constitué un plus ou moins parti communiste qui s'est appelé Parti du Peuple, Parti Ation ou d'autres formes. Le problème chez eux a été que ce parti supposé communiste, personnellement je mets beaucoup de doutes sur le caractère marxiste de cette organisation qui me paraît purement fasciste. Mais en tout cas, ils avaient donc cette organisation révolutionnaire se réclamant plus ou moins du marxisme. Leur grand problème a été que certains d'entre eux pensaient qu'ils devaient faire route commune avec les Vietnamiens, que l'organisation révolutionnaire vietnamienne était le grand frère et qu'autour de Ho Chi Minh, il fallait faire monter, en s'appuyant sur la grande puissance du communisme vietnamien, le communisme cambodgien. Et un
autre groupe, celui qui avait le pouvoir quand les Vietnamiens les ont renversés, sont essentiellement des communistes nationalistes qui pensaient que les Vietnamiens seraient toujours les colonisateurs et que tout le mouvement révolutionnaire khmer devait être braqué contre les Vietnamiens, que c'était en fait l'adversaire, peut-être pas immédiat, mais à long terme. Et il y a eu conflit entre ces deux courants, le courant pro-vietnamien et le courant anti-vietnamien. C'est apparemment plutôt les anti-vietnamiens qui l'ont emporté quand ils ont formé des maquis contre le gouvernement du prince Sihanouk et après contre l'invasion américaine. C'est les ultranationalistes, c'est Khieu Samphan, c'est Pol Pot, c'est Son Sen, déjà qui l'ont emporté et qui ont créé à ce moment-là un régime qui a guère de précédent dans l'histoire. Sinon, ce qu'on pourrait appeler une caricature de la bande des quatre chinoise, n'est-ce pas? À supposer d'imaginer que cette bande des quatre aurait été isolée dans la forêt. Je crois qu'un des grands phénomènes de la folie, de la démence des Khmers rouges, c'est l'isolement. C'est l'isolement qui ressemble un peu à celui du pasteur Jim Jones qui a, dans la forêt de Guyane, fait massacrer 400 personnes autour de lui, les a persuadés de se massacrer. Je crois que c'est un phénomène d'isolement. Il y a aussi un phénomène de contradiction profonde entre un groupe d'intellectuels formés à l'origine à l'occidental, ici à Paris, et des gens de la forêt, qui étaient des gens de très peu de formation. C'est pas de leur faute, ils n'avaient pas été à l'école. Et pour unir ces intellectuels venus d'une capitale occidentale et des gens venus de la forêt, parlant même peut-être pas exactement le khmer, n'est-ce pas? Quelle était la façon de souder? C'était la violence et l'ultra-violence. Dans l'ultra-violence, tout le monde peut se reconnaître. L'intellectuel comme le type qui n'est pas allé à l'école. Alors, ils ont formé ce mouvement sur des bases ultranationalistes et même racistes, en voulant revenir à la grandeur tout à fait authentique du peuple khmer d'autrefois, sur des bases ultranationalistes, racistes, l'enfermement total qu'ils avaient subi malgré eux dans la forêt. Ils ont eu l'imposer à l'ensemble de leur peuple quand ils ont pris le pouvoir. Tout ça aboutit à ce régime ultranationaliste, hypernationaliste, raciste, et qui a considéré qu'il devait, pour créer l'homme nouveau cambodgien, massacrer tout ce qui avait eu un rapport quelconque avec l'Occident. Que intellectuels, semi-intellectuels, techniciens de gens comme M. Pignataï, par exemple, tout cela devait disparaître. Tout cela, c'était l'homme de la civilisation moderne, européenne ou occidentale, et qu'il fallait y substituer un homme sorti de la rizière, l'homme du grain de riz, l'homme qui était l'égal du grain de riz. L'homme ancien. Le monde ancien. Car dans cette révolution curieuse, l'ancien peuple était considéré comme bon et le nouveau peuple comme mauvais, n'est-ce pas? Et voilà, c'est en quelques phrases. Je vous remercie de donner une explication de ce raccourci qui est très important. Alors maintenant, je voudrais interroger M. Chokros, parce que c'est ici que je situe son intervention à un moment charnière de l'histoire du Cambodge. Vous dites dans votre ouvrage, M. Chokros, que si les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir et que s'ils ont exterminé une bonne moitié du peuple cambodgien, tout ça, c'est au départ la faute ou une erreur commise par Nixon et le docteur Kissinger. Voulez-vous préciser? Je n'ai pas dit que c'est tout ça. Je suis d'accord avec Jean Lacouture sur les origines des Khmers rouges. Ce que j'ai dit, c'est qu'en 1970, quand le prince Sihanouk avait sa chute de pouvoir, le Khmer rouge avait que peut-être 4000 de gens. C'était un maquis assez petit. Il n'avait aucun espoir de pouvoir politique. Il n'avait aucun espoir de prendre le pouvoir de tout le Cambodge. Mais après 5 années de la guerre américaine au Cambodge, quand les Américains ont soutenu le régime corrompu de Lon Nol, après ces 5 années, d'abord, toute la société cambodgienne était détruite déjà. Il y avait 3 millions de gens, entre 7 millions qui s'enfuient de la rizière, de la paysage aux villes. Il y avait un bombardement absolument énorme de toutes les rizières par les Américains. Et je crois que les Américains ont réagi au Cambodge dans une façon qui n'était pas mesurée. Et que après 5 années, si vous voulez, la stabilité du peuple cambodgien, du société cambodgienne était détruite déjà. Et les Khmers rouges, à ce moment-là, en 1975, maintenant, ils n'étaient plus 4000, il était vers 75 000. Et une armée assez petite toujours, mais très forte, très cruelle. Et le régime de Lon Nol était très corrompu, les soldats étaient très courageux, disons. Mais le régime a tombé et les Khmers rouges on a donné les Khmers rouges le pouvoir. Et
je pense que la faute des Américains à ces jours-là, et c'est surtout la faute de Kissinger, parce qu'il avait des très bons Américains à l'ambassade, à Washington, qui a donné des conseils. Il ne faut pas faire ça avec Cambodia, il ne faut pas mener cette petite guerre dans la guerre de Vietnam et tout ça. Et Kissinger n'a pas pris cet avis. C'était les conditions dans lesquels les Khmers rouges ont pris le pouvoir, ça c'était la faute de cette guerre. C'était un peu comme les bolcheviks en Russe. Les bolcheviks n'auraient pas pu prendre le pouvoir sauf avec la destruction de la Première Guerre mondiale. C'est ça avec les Khmers rouges aussi, à mon avis. Et ce n'était pas la faute de Prince Sihanouk, comme vous avez dit que les Vietnamiens pourraient dire. Je crois que peut-être le prince lui-même dirait maintenant qu'il aurait mieux ne pas se mettre avec les Khmers rouges après 70, après son échec. Mais je crois que quand on parle de la réalité du Cambodge, c'est Sihanouk qui a compris qu'un petit pays de 7 millions ne peut pas jamais battre contre le Vietnam de 50 millions. Lon Nol et les Américains n'ont pas compris ça, Pol Pot non plus. Merci. Guy Darbois, vous avez la parole. Je sais que vous avez encore beaucoup de questions à nous soumettre. Eh bien, je crois qu'il faut revenir à ces critiques qui ont été adressées au prince Sihanouk. Justement. Monseigneur. Je suis l'accusé, on ne me permet pas de répondre aux accusations. C'est tout de même drôle. Monseigneur, est-ce que vous voulez bien prendre la parole et répondre à ces je vous remercie. À ces trois critiques? La première, c'est pourquoi avez-vous appuyé les Khmers rouges dans leur prise de pouvoir? La deuxième, c'est est-ce que vous avez été au courant ou non de cette entreprise de génocide qui était la leur? Et la troisième, pourquoi vous êtes-vous réfugié en Chine alors que les Chinois soutiennent encore aujourd'hui Pol Pot et les Khmers rouges? Bon, alors. Tout d'abord, je réponds en tant qu'accusé sur un banc des accusés. J'ai toujours été contre toutes les puissances qui menacent l'indépendance de mon pays. J'aime la France de tout mon cœur. Je l'aime passionnément. Je suis de culture française. C'est la France qui m'a fait roi. Mais pourtant, j'ai lutté contre la France parce que je ne pouvais admettre le colonialisme français sur mon pays. J'ai lutté contre la France. Mais je n'ai pas voulu que le sang français coulât. J'ai réussi miraculeusement en 1953 à réaliser une indépendance complète pour mon pays avec l'accord de Paris. C'était tant mieux pour moi. Mais ensuite, les Américains ont voulu néocoloniser mon pays, comme ils ont néocolonisé le Sud-Vietnam, violant les accords de Genève de 1954, juillet 1954. Selon ces accords, il devait y avoir en 1956, juillet 1956, 2 mois exactement, mois pour mois, des élections générales permettant au Vietnam d'être réunifié, soit sous Ngo Dinh Diem ou autre, soit sous Ho Chi Minh. Ho Chi Minh devait gagner haut la main ces élections. On n'a pas permis à Ho Chi Minh de gagner. Je trouve que c'est injuste. Communiste ou non, il avait le droit de participer aux élections et s'il devait gagner ces élections, il devait pouvoir réunifier son pays, libérer le Sud-Vietnam de l'impérialisme américain, quitte à faire du Vietnam un Vietnam communiste. Mais ça ne doit pas nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est la justice. C'est le respect des accords de Genève auxquels ont souscrit la France, la Grande-Bretagne et autres. Alors, en ce qui concerne mon pays, je ne veux pas que mon pays soit une néocolonie de l'impérialisme, enfin, des États-Unis d'Amérique. Les Lon Nol, les Sirimata voulaient cela. C'est pourquoi je me suis disputé dans les années 60 avec ces gens-là et ils m'ont déposé. C'est ainsi que je me suis allié aux Khmers rouges qui, à cette époque-là, n'étaient pas connus
comme étant des amateurs de génocide. Personne ne pouvait imaginer qu'ils fussent des gens capables de commettre de telles horreurs, de tels crimes. Personne, personne. Ni les Français, ni les autres. En France, on ne soupçonnait pas cela. Il ne faut pas jeter la pierre sur Jean Lacouture, sur les gauchistes français seulement, mais les autres non plus ne pouvaient pas penser que les Khmers rouges fussent des monstres. Personne ne pouvait le savoir. On savait que Boris Karloff pouvait incarner les monstres, Frankenstein, etc. Mais on ne savait pas que M. Pol Pot était un monstre. On ne savait pas que M. Irsari était un monstre. Qu'on me jette la première pierre, qu'il me jette la première pierre, celui qui m'accuse aujourd'hui, est-ce que celui-là, n'est-ce pas, il savait ce qu'étaient les Khmers rouges? Même le 17 avril 1975, quand les Khmers rouges sont entrés dans Phnom Penh, il y avait des câbles qui m'étaient parvenus à Pékin. J'offrais une réception pour fêter notre victoire au corps diplomatique. Tout le monde venait me féliciter, y compris les ambassadeurs occidentaux, les ambassadeurs du monde libre, soi-disant attachés aux droits de l'homme. Et ces câbles, que disaient-ils? Ce n'étaient pas des câbles de l'agence TASS. Ce n'étaient pas des câbles de Chinois, c'était des câbles AFP, c'était des câbles Reuters, c'était des câbles Associated Press, United Press International. Eh bien, ils disaient tous que les Khmers rouges étaient gentils, qu'ils promenaient les journalistes dans des jeeps, etc. Et qu'on fêtait la victoire, n'est-ce pas? Les journalistes américains fêtaient la victoire avec les Khmers rouges. Mais quelques heures après, ça a été la désillusion. Mais avant cela, personne ne connaissait la vérité. Mais moi, je n'avais aucune idée de ce qui se passait, n'est-ce pas, chez moi, à part les câbles. Bon, mais mettez-vous à ma place. Est-ce que vous préféreriez, n'est-ce pas, vivre en exil ou rentrer chez vous? N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont restés avec Pétain pendant la guerre parce qu'ils sont attachés au sol de la France. Il n'y a pas que des collaborateurs qui sont restés en France pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la France était occupée par les hitlériens, les Allemands de Hitler. J'ai la nostalgie de mon pays. À l'heure actuelle aussi, je veux rentrer chez moi. Je souffre, je suis humilié quand on dit que je suis un exilé, que je suis un lâche qui n'ose pas rentrer au Cambodge. Si je n'arrive pas à libérer mon pays, je vous assure que je rentrerai, même si mon pays est colonisé par le Vietnam, s'il est un protectorat vietnamien, je rentrerai dans mon pays dans 1 an, dans 2 ans, mais je le ferai. Parce que moi, ma place n'est ni à Paris, ni à Pékin, ni à Pyongyang. Ma place est au Cambodge. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose pour amener le Vietnam non pas à Canossa, mais à Genève, pour essayer, dans le cadre d'une nouvelle conférence sur l'Indochine, de récupérer mon Cambodge, c'est-à-dire de rétablir au Cambodge l'indépendance et la neutralité. Ce serait un Cambodge amical avec tous, avec la Chine, mais aussi avec l'Union soviétique, avec le Vietnam. Ce qui pourrait donner à mon Cambodge la stabilité et la sécurité en donnant satisfaction aux 2 camps qui se disputent le Cambodge à l'heure actuelle. Alors, n'est-ce pas, je suis rentré au Cambodge. Vous savez, tout d'abord, j'ai demandé à rentrer immédiatement au Cambodge. Mais les Khmers rouges, ils ne m'ont pas permis, ils ne voulaient pas de Sihanouk. Alors, j'ai demandé au président Kim Il-sung de négocier avec les Khmers rouges mon entrée au Cambodge. Ce n'est qu'après, vous savez, nous gagnons la guerre en avril. Alors ce n'est qu'en septembre que les Khmers rouges m'ont permis de rentrer. Je suis rentré. Je suis rentré au Cambodge. Je ne savais même pas que les Khmers rouges devaient passer ces mois
pendant lesquels ils me laissaient en dehors du Cambodge pour éliminer les Sihanoukistes. Ils voulaient d'abord éliminer les Sihanoukistes avant de faire rentrer Sihanouk. Alors quand je suis rentré, il n'y avait plus de Sihanoukistes. Je ne savais pas parce que je ne voyais personne. À Phnom Penh, je ne voyais personne. Alors on m'a fait voir ensuite des gens dans la campagne. Je n'ai pas vu de génocide, je n'ai pas vu de gens qui étaient maigres, squelettiques. Je n'avais pas vu de gens malades. On m'a mené dans des chantiers où les gens étaient bien portants, où les gens étaient souriants. Et vous savez ce qui s'est passé entre 1976 et ma libération en janvier 1979 par la Chine, et aussi indirectement par le Vietnam qui envahissait le Cambodge. Alors, sur les conseils de la Chine, Pol Pot devait se servir de moi pour défendre le Cambodge envahi par le Vietnam au Conseil de sécurité à New York. Mais entre 76 et 79, n'est-ce pas, on me promenait de temps à autre dans des usines, dans des bourgs, et à la campagne, surtout dans des coopératives. N'est-ce pas? Mon peuple, au lieu de me reprocher d'être avec les Khmers rouges, se sentait réconforté par ma présence. Il se disait, le prince aurait pu être à Pyongyang dans son palais, aurait pu être à Pékin dans son palais, aurait pu être à Paris, mais il a préféré être prisonnier de Pol Pot avec nous. Et c'est ce que le peuple m'a toujours dit. Chaque fois que j'allais là-bas, le peuple disait « Merci, merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous. » Voyez-vous, n'est-ce pas, même si je soupçonnais les Khmers rouges d'être cruels, je sentais que j'étais utile à mon peuple. Je devais partager les joies et les peines de mon peuple. J'ai déjà demandé 3 ou 4 fois à la Thaïlande, par l'intermédiaire d'un ancien ambassadeur thaïlandais à Phnom Penh, n'est-ce pas, la permission pour la Thaïlande d'aller dans un camp de réfugiés en Thaïlande, réfugiés cambodgiens, avec ma femme et vivre avec des réfugiés. Les Thaïlandais ne m'ont pas encore répondu. Il n'y a pas que Pham Van Dong qui me rejette, mais la Thaïlande aussi me rejette. La Thaïlande oppose à mes demandes, à mes requêtes, qui sont nombreuses, un refus. Mais supposez que demain ou après-demain, la Thaïlande me dit, Prince Sihanouk, vous avez la permission de vivre votre vie de réfugié dans un camp de réfugiés. Je vous assure que je plaque Paris, je m'en vais avec ma femme me mettre à la disposition des réfugiés. Non, pas à la disposition, c'est-à-dire me mettre avec les réfugiés dans un camp de réfugiés, vivant la même vie que les réfugiés. Voilà ma conception de mon patriotisme. Alors qu'on me jette la pierre, n'est-ce pas? Non, alors, est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Il y a deux autres questions, Monseigneur, qui sont celles-ci. Et quand avez-vous été mis au courant du génocide? Comment avez-vous découvert ça? Et puis j'en ai une deuxième que je vous poserai après. Oui. N'est-ce pas? Il y a des gens qui trouvent que c'est bien de reprocher à Sihanouk d'être avec des Khmers rouges, mais ils n'ont pas souffert dans leur sang, ils n'ont pas souffert dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas perdu, n'est-ce pas, de parents, ils n'ont pas perdu d'enfants, ils n'ont pas perdu de petits-enfants aux mains des Khmers rouges. J'ai perdu 3 filles, 2 fils, 2 gendres, 14 petits-enfants. Il n'y a qu'une fille qui était avec Serimata et Lonol. Les autres, y compris les petits-enfants, étaient tous dans le Front Uni National du Cambodge, Front Uni avec les Khmers rouges. Alors après notre victoire commune, car c'était une victoire commune des Sihanoukistes et des Khmers rouges, alors ils sont rentrés volontairement au Cambodge. Ils n'étaient pas communistes, au contraire, ils étaient très royalistes, mais ils estimaient que, rouge ou non, le Cambodge était leur patrie, et que la France, si belle, si hospitalière soit-elle, ce n'est pas notre patrie. La Chine non plus n'est pas notre patrie. Alors nous sommes rentrés ensemble, les Khmers rouges les ont fait disparaître. Alors je n'ai su... j'ai su qu'ils étaient massacrés par les Khmers rouges quand j'étais
au Cambodge, les Khmers rouges disaient qu'ils étaient bien sains et saufs dans des coopératives. Mais il y a des réfugiés qui ont réussi à s'enfuir enfin, à fuir l'enfer cambodgien très récemment. Ils m'écrivent, ils me disent, vos enfants, vos petits-enfants ont tous été massacrés par les Khmers rouges parce qu'ils étaient dans les mêmes coopératives que nous. On les a amenés, on les a fusillés, on les a massacrés. Alors c'est comme ça que j'ai su, même à propos de mes enfants et de mes petits-enfants. Alors comment voulez-vous que je puisse savoir sur ce qui se passe chez mon peuple? J'aime mon peuple autant que mes enfants. Mais je cite l'exemple de mes enfants. Pourquoi? Parce que mes enfants, c'est ma chair et c'est mon sang. Alors, n'est-ce pas, qu'on comprenne bien pourquoi je suis resté au Cambodge. Je suis resté par solidarité avec mon peuple. Et j'ai des enfants. J'ai perdu mes enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a souffert autant que moi? Mon voisin de gauche, monseigneur. Oui, oui, non, lui et moi, nous sommes ensemble. Monsieur Pindiatraï et moi, nous sommes ensemble. Lui, il m'a écrit. Monseigneur, vous voulez bien répondre à la troisième question des téléspectateurs? Oui, je suis prêt parce que je suis vieux, j'oublie les questions. Alors, je suis prêt à répondre à toutes les questions. Rappelez-moi les questions. Je les ai notées. Oui. Pourquoi avoir choisi d'aller en Chine alors que les Chinois soutenaient et soutiennent encore les Khmers rouges? Vous savez, je répète que je suis bouddhiste. Je cultive la gratitude. Chu Enlai a beaucoup fait pour moi et pour ma mère. Ma mère, Lon Nol et Nixon refusaient de me renvoyer auprès de moi, ma mère, quand j'étais à Pékin dans les années 1970 et 1975. C'est Chu Enlai. Après, vous savez, les accords de Genève, ah non, excusez-moi, de Shanghai avec Nixon, vous voyez, la lune de miel, la toute nouvelle, c'était en 1973, quelque chose comme ça, je n'ai pas la mémoire des dates. Eh bien, je dis, Chu Enlai, s'il vous plaît, vous êtes maintenant bien avec les Américains, dites-leur de faire pression sur Lon Nol pour qu'ils me rendent ma mère. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir ma mère en 1973, et elle est morte 10 jours après la victoire du 17 avril 1975, c'est-à-dire elle est morte le 27 avril. J'ai dit aux Chinois, vous savez, vous avez fait pour moi beaucoup, énormément. Je vous suis très reconnaissant, je serai toujours avec vous. Je ne vous abandonnerai jamais, je vous soutiendrai toujours. Si vous, dans l'avenir, vous avez besoin de moi, je suis toujours prêt à répondre à votre appel. Alors, j'avais voulu, après avoir défendre mon pays contre l'invasion vietnamienne au Conseil de sécurité en janvier 1979, j'ai même demandé au State Department, j'ai même... chose curieuse, ironie du sort, si vous voulez, n'est-ce pas? J'ai envoyé une requête au gouvernement américain demandant l'asile politique pour Sihanouk et sa famille en Amérique. Oh, je n'ai pas de complexe, j'ai vaincu l'Amérique avec les Khmers rouges, alors je peux bien demander à l'Amérique de m'héberger. Alors, après, il y a... Qu'est-ce qu'on vous a répondu, monseigneur? L'Amérique dit, je suis prête, oui. Je suis prête, mais ma femme dit, la France et notre petite villa de Mougins, c'est mieux. Alors finalement, je dis, bon, parce que vous savez, on dit que ma femme exerce une certaine influence sur moi. Enfin, on ne sait pas. Votre femme exerce toujours une certaine influence sur vous, n'est-ce pas? Enfin, soyons galants, hein, n'est-ce pas? Alors, ma femme me dit... en Amérique, nous sommes un pays inconnu. En France, nous sommes un pays connu. Alors, s'il vous plaît, Mougins. Alors, allons à Mougins. Je dis, bon, t'en fais pas. Alors, maintenant, je dis aux Américains, à plus tard, mon asile politique. Alors, je vais demander à la France de m'héberger. Alors, ça mène Deng Xiaoping en Amérique. Et Deng Xiaoping me demande un rendez-vous. Il me dit, Prince Sihanouk, s'il vous plaît, ne faites pas ces choses-là. Allez plutôt vivre en Chine. Vous avez toujours dit que la Chine est votre seconde patrie, c'est votre ami numéro 1. Alors, votre ami numéro 1 demande que vous alliez à Pékin plutôt qu'en France. La France étant votre ami numéro 2. Alors, je dis, bon, d'accord, si vous avez besoin de moi, je vais en Chine. Et vous savez ce qui se passe
moi, je suis très dur à l'égard de la Chine. Je l'attaque tout le temps. Je l'attaque tellement, avec une telle violence au sujet de son accointance avec Pol Pot que les Russes ont fini par dire à tout le monde, vous savez, c'est une comédie que les Chinois ont ordonné à Sihanouk de jouer. Non, je ne joue pas de comédie, j'attaque les Chinois parce que je trouve que ce que font les Chinois, c'est mauvais. Et je continue à le dire en ce qui concerne l'accointance de la Chine avec ce régime insoutenable de Pol Pot. Mais ceci dit, n'est-ce pas, il n'y a pas que la Chine qui est à reprocher. À l'ONU, on vote toujours pour Pol Pot. Et dernièrement, j'ai vu même l'ambassadeur Leonard de Woodcock, il y a quelques jours avant de venir à Paris, il a fait une confession devant ses collaborateurs, devant ma femme. Nous avions un thé à l'ambassade d'Amérique. Woodcock a fini par m'avouer, parce que je critiquais aussi les États-Unis d'Amérique et les pays occidentaux, à part la France qui a voté et qui s'est abstenue de voter ni pour Heng Samrin, ni pour Pol Pot. Enfin, la France a très bien fait et je l'en félicite. Mais les autres ont voté avec la Chine pour Pol Pot, pour que Pol Pot occupe le siège du Cambodge à l'ONU. J'ai dit à ces gens-là, vous faites du racisme anti-blanc et pro-jaune. Je suis un jaune, mais je n'accepte pas cette injustice. Quand les Blancs commettaient des crimes, on les pendait. Hitler, les nazis, le maréchal Keitel, von Ribbentrop, etc. Alors, le von Ribbentrop, le super hitlérien Ieng Sary, lui, on l'applaudit à l'ONU, on l'applaudit dans toutes les conférences internationales, on applaudit M. Chun Prasad, etc. à Genève, ville des droits de l'homme, ville de la Croix-Rouge, etc. On les applaudit. Voyez, c'est du racisme blanc, c'est-à-dire les blancs sont racistes, anti-blancs et pro-jaune. Voyez-vous, voilà ma situation. Monseigneur, est-ce que, vous savez, le temps qui nous reste est très mesuré. Excusez-moi. Je vais vous poser une... Mais je suis l'accusé, il faut bien que je réponde. Vous avez répondu. Bon. La question est celle-ci. Me tais. Vous avez dit, non, vous allez répondre à celle-ci. Vous avez dit tout à l'heure, je ne veux pas emmener le Vietnam à Canossa, mais à une nouvelle conférence de Genève. Or, la situation est la suivante. Vous avez contre vous le Vietnam et son protecteur, l'Union soviétique. Vous avez, pas pour vous, la Chine, qui soutient toujours les Khmers rouges. Les États-Unis ont l'air tout à fait indifférents. Comment allez-vous vous y prendre pour rendre à votre pays la liberté d'une part, et d'autre part, essayer de lui donner un gouvernement démocratique? Je n'ai pas beaucoup d'illusions, beaucoup d'espoir. Mais vous savez, les Cambodgiens qui sont dans les camps des réfugiés en Thaïlande, quand ils ne sont pas Khmer rouges, ceux qui sont en France, aux États-Unis et dans le monde, ils me disent, s'il vous plaît, n'est-ce pas, acceptez de mener une lutte politique, diplomatique, oui, mais une lutte aussi militaire contre les Vietnamiens. Je dis, une lutte militaire, ce n'est pas raisonnable. Ils disent, non, nous savons que nous ne gagnerons pas la guerre contre l'armée vietnamienne qui est trop forte pour nous, mais il faudrait créer plus de difficultés au Vietnam pour l'amener à Genève, à une conférence internationale, parce que le Vietnam fait face à des difficultés croissantes de toutes sortes au Vietnam, au Laos et au Cambodge. Alors si on crée un peu plus de difficultés aux Vietnamiens, alors ceci pourrait c'est au conditionnel, n'est-ce pas, s'amener à Genève pour s'en sortir la tête haute, parce qu'avec Sihanouk, qui n'est pas vietnamophobe, le Vietnam pourrait peut-être accepter, vous voyez, en Cambodge, accepter de rendre la liberté au Cambodge. Mais ceci n'est qu'un espoir, un mince espoir. Mais voyez-vous, les Canadiens hier m'ont demandé pourquoi je voulais faire couler plus de sang Cambodgiens. Je dis aux Canadiens ceci. Supposez que les Russes s'amènent chez vous. L'armée russe, naturellement, est imbattable au Canada. Ce n'est pas le Canada, l'armée canadienne qui va pouvoir, n'est-ce pas, se débarrasser de l'armée russe, à supposer qu'elle s'amène au Canada et qu'elle occupe le Canada. Mais est-ce que, en tant que patriote, vous, les Canadiens, vous ne prendriez pas les armes pour faire quelques coups de feu, n'est-ce pas, contre les Russes? Vous laisseriez les Russes occuper comme ça, impunément,
que vous résistiez, au moins sauvez l'honneur. Prenez une équipe de football qui est battue par l'autre 7-0. Alors quand il reste 5 minutes avant la fin, le coup de sifflet final, on essaie quand même de faire un but pour sauver l'honneur. Voilà l'esprit dans lequel je travaille. C'est désespérant, mais c'est comme ça. Nous sommes dans une situation désespérée. Mais c'est aux autres, c'est aux États-Unis, c'est à la Chine, c'est aux autres, à tous les pays qui votent pour Pol Pot, de se dire que Pol Pot n'a pas d'avenir. Il faudrait quand même faire autre chose que de rester d'une façon incompréhensible et même blâmable avec Pol Pot. Mais vous savez, il n'y a pas que la Chine qui est à blâmer. Les États-Unis, tout le monde, tous ceux qui ont voté pour Pol Pot à l'ONU et ailleurs sont à blâmer. Ceux-là sont à blâmer. Il faut qu'ils changent leur attitude. Docteur, juste un mot. Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de votre temps. Excusez-moi. Mais je suis pourtant allé très vite. Si je résumais ma pensée, vous me faites beaucoup de peine, Monseigneur, parce que j'ai vécu plusieurs semaines avec votre peuple et ce que vous venez de dire ici, c'est un peu arrêter d'apporter à mon peuple des médicaments et apporter-lui des fusils. Et je voudrais vous dire très sincèrement, ce dont a besoin votre peuple aujourd'hui, c'est d'une aide matérielle et aussi d'une aide humaine, y compris de la vôtre. Oui, docteur, y compris de la vôtre. Je l'ai dit dans mes discours, dans mes déclarations. Je donne la priorité absolue à l'aide humanitaire, docteur. Et vous nous demandez des fusils, là. Pourquoi encore ce peuple reconnaissez que la vie commence à renaître. On parlait des réfugiés tout à l'heure en Thaïlande. Vous savez bien que ces réfugiés en Thaïlande, ce ne sont pas des réfugiés au sens où l'on l'entend, ce sont des Cambodgiens qui viennent de sortir de l'enfer Khmer Rouge et qui sont refoulés encore par les Khmer Rouges en Thaïlande. Vous savez bien que ce sont ça, ces réfugiés en Thaïlande. Votre peuple commence à renaître. Votre peuple commence à renaître. Nous l'avons vu renaître. Qu'on lui apporte toute l'aide dont il a besoin et qu'on ne lui apporte plus la guerre. Il vient de vivre pire que ce qui s'est passé dans les camps nazis. Qu'on lui donne au moins la possibilité de revivre et pas des fusils, surtout pas des fusils. Je vous réponds d'un mot. Norodom Sihanouk a dit dimanche en arrivant à Paris, nous ne ferons pas la guerre aux Khmer Rouges. Vous l'avez dit, Monseigneur. Bon, donc il n'est pas question de guerre, hein, mais d'offensive diplomatique, si j'ai bien compris. Père Ponchot, et puis ce sera presque tout. Oui, moi, je pense que la guerre a suffisamment duré, que le sang cambodgien a suffisamment coulé. En dépit de tout ce qu'on vous reproche, Prince Sihanouk, et qui est en partie justifié, du moins ce que les Cambodgiens que je fréquente vous reprochent, je pense une grande partie, pour eux, vous êtes un symbole, et sur vos épaules repose le poids de leur avenir. Saurez-vous, autour de votre personne, rassembler les patriotes cambodgiens qui luttent contre l'occupation de leur pays? Et je vous le souhaite. Quelques patriotes, pour ne citer que M. Son Sann, qu'on a vu tout à l'heure à la télévision, se sont écartés de vous. On peut le regretter. Ils ont peur qu'un retour de votre part à la tête du Cambodge soit un retour aux méthodes de gouvernement passées. J'espère que la solution politique qui s'impose, c'est que toutes les nations se mettent à une table de conférence pour arrêter ce nouveau génocide planifié. Et sans doute, ce n'est pas des fusils dont le peuple cambodgien a besoin, mais c'est une aide, vraiment une aide en médicaments, en vivres. Et je supplie les téléspectateurs de ne pas mesurer l'aide au Cambodge. Mais cependant, vous savez les difficultés de cette aide. Et je demande, et je vous en supplie pour le peuple khmer, je vous en supplie. Le peuple khmer est en train de mourir pendant que nous parlons. Faites pression sur vos chefs d'État, sur ceux qui nous gouvernent, sur l'ONU, pour envoyer des casques bleus, pour distribuer l'aide, comme le proposait André Bergeron. Je pense que c'est la seule proposition solide et sérieuse dans l'immédiat. Parce qu'on vous l'a dit tout à l'heure, une grande partie de l'aide va renforcer les armées, tant les armées Khmer Rouge en Thaïlande que les armées vietnamiennes au Cambodge. Et si nous voulons vraiment sauver le peuple khmer, je vous en supplie, intervenez auprès des dirigeants de ce monde, auprès de l'ONU, auprès de nos gouvernants, pour que des aides internationales soient contrôlées internationalement
par des casques bleus. C'est possible, ce n'est pas totalement irréalisable. Père Ponchot, je vous remercie de cette intervention qui est la dernière. Je vous remercie particulièrement, Monseigneur, d'avoir participé à cette émission ce soir, ainsi que vous tous, messieurs. Nous avons rendez-vous mardi prochain pour un nouveau dossier de l'écran. Merci de votre attention. Bonsoir.